Bonjour, je m'appelle Stéphane Leduc, je suis l'éditeur de sites d'information comme planète.fr, Medisite, eSanté.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour une interview Jean-Christophe Ordonneau. Jean-Christophe, bonjour. Nous nous connaissons depuis longtemps car tu accompagnes des entrepreneurs dont je fais partie et en parallèle, tu t'intéresses à la santé. Tu as rencontré il y a quelques années David Servan-Schreiber qui t'avait sensibilisé à la question du sucre et tu as ensuite exploré d'autres pistes comme le régime cétogène. Tu animes Mmh. une communauté sur Facebook et tu as franchi une étape supplémentaire en obtenant un diplôme universitaire en nutrition clinique et thérapeutique à l'UFR de médecine Paris-Nord. J'espère que je le dis bien. Voilà, Mmh. et depuis quelques semaines, tu as lancé un programme de formation qui s'appelle la JXO Academy. Dans cette formation, tu expliques les mécanismes fondamentaux de la nutrition vus sous l'angle métabolique. Voilà. Mmh. Donc merci d'être avec nous, Jean-Christophe. Et pour commencer, peux-tu nous dire ce qui t'a poussé de passer d'un intérêt personnel à cette formation structurée et publique? Ah, bonne question. En fait, le moment où tu t'aperçois que le travail personnel que tu as fait, heu, te place, très haut, dans les la compréhension, tu vois? C'est quand je rencontre aujourd'hui des médecins et des chercheurs et que je leur parle de mitochondrie, ils apprennent des choses avec ce que moi j'ai appris. Donc c'est le moment où tu te dis: «Ah ouais, alors, je réalisais pas. Je pensais que l'heure ou 2 que je passe par semaine à creuser le truc, bah, c'était normal et en fait non». Donc du coup, tu te dis que tu as quelque chose qui va intéresser les gens. À la mitochondrie, moi j'ai souvenir, on a tous appris ça au lycée, enfin les ATP, et cetera. Enfin bon, c'est une grosse Mmh. mécanique, donc on sait Ouais, que c'est important, mais ouais. qu'est-ce que tu as appris d'autre sur la mitochondrie? Alors, déjà, il y a un truc que tout le monde, sait à peu près, c'est que la mitochondrie a son propre ADN. C'est un peu bizarre, tu vois? Tu as ton corps, des cellules, dans le noyau, ton ADN. Et puis à côté, des mitochondries qui ont leur ADN à elles. C'est, alors pour aller un pas plus loin, les mitochondries, toi tu as appris comme moi au lycée que bon, sur une cellule, tu en dessines 2, 3, 4 et c'est bon. Mais il y en a un millier, un millier dans les cellules normales, 5 000 D'accord. dans les cellules du cœur, 15 000 dans les neurones. Donc là On tout d'un coup n'imagine on pas est qu'il y en ait un autant, oui. autre monde. Tu vois, on est à un autre truc. Puis, comme toi, j'ai appris que, l'ATP, c'était produit par la mitochondrie. C'est pas exactement vrai, c'est rechargé par la mitochondrie, puisque l'ATP, c'est comme un petit ressort qu'on peut s'échanger entre cellules et donc quand il est chargé, ben, on peut l'utiliser pour, comme énergie pour, tout ce qu'on a besoin de faire et le rechargement de ce petit ressort, donc le passer d'un ADP diphosphate avec 2 phosphates qui sont attachés ensemble par un adénosine, à ATP avec un troisième phosphate et c'est des les phosphates, ils se repoussent les uns les autres comme des petits aimants. Donc on les accroche comme ça et ils sont, vraiment, tu vois, une énergie, incroyable qui est là-dedans. Chaque jour, tu vas produire ta masse à toi en rechargement d'ATP. Tu fais 70 kilogrammes, tu vas recharger 70 kilogrammes d'ATP dans la journée. D'accord. Ah, je fais un tout petit peu plus que 70 kilos, mais enfin, cette histoire de ressort est passionnante et fascinante, mais c'est vrai qu'on va perdre un peu les gens si on n'explique pas à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de soigner ces mitochondries? Alors parce qu'en fait, enfin pour une raison d'abord énergétique, c'est-à-dire que si ta mitochondrie est pas en forme, ce qu'elle va elle va pas te recharger suffisamment d'ATP. L'ATP, c'est toute l'énergie dont tu as besoin pour l'ensemble des opérations qui te servent à vivre. Quand tu as besoin, de, faire passer, une molécule à travers la barrière d'une cellule, souvent il faut un ATP. Quand tu as besoin de remettre en place tes muscles après les avoir utilisés, il faut de l'ATP. Quand tu, heu quand tu de veux faire, quand tu veux produire 2 molécules que tu mets ensemble, il faut quand même qu'elles s'attachent. Il faut une petite étincelle d'énergie pour qu'elles s'attachent, c'est de l'ATP. Donc en fait, tu en as besoin pour absolument tout et de fait, toutes les cellules,
ont besoin de créer de récupérer de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Mais ce qu'il y a de particulier avec les les espèces, que nous sommes, c'est-à-dire nous, on est des espèces multicellulaires. Donc tu as les bactéries et les virus, qui sont des espèces monocellulaires. Une bactérie vit toute seule et quand elles sont plusieurs, elles s'aident pas particulièrement. Nous, on est des multicellulaires et ce que ça veut dire, c'est que tu as des cellules de ton corps qui ne sont pas au contact avec, l'alimentation. Des bactéries, tu les mets dans une boîte de Petri, tu mets un peu de substrat pour qu'elles se nourrissent. Les bactéries, elles vont se nourrir et donc grossir, mais il y a un moment où il y a des bactéries qui, vont pousser qui vont être repoussées à l'extérieur par les nouvelles bactéries. Elles n'auront plus accès à la nourriture, elles vont se mettre en mode de pause. Toi, tes cellules, elles sont loin d'être toutes en contact avec la nourriture. Donc il y a des échanges qui doivent être faits entre les cellules qui ont accès à la nourriture et les autres. Et ces échanges, c'est l'ATP. C'est la monnaie D'accord. d'échange de l'énergie. Donc D'accord, notre vie, c'est de récupérer l'énergie là où elle est stockée, de la mettre sous une forme qu'on peut s'échanger, l'ATP, et c'est, la mitochondrie qui fait ça. Mais ce n'est qu'une de d'accord. ses fonctions, hein. Elle a une autre Ouais, fonction intéressante, c'est que c'est elle qui contrôle la cellule. elle Et c'est contrôle la très cellule? contre-intuitif. Elle contrôle la cellule. Explique ça. C'est c'est elle le chef d'orchestre de la cellule. C'est elle qui dit à la cellule: «On continue à se reproduire ou on arrête». C'est elle qui a civilisé la cellule. La cellule avant, c'était comme les bactéries, tant qu'il y avait à bouffer, elle se développait. Le moment où une bactérie est rentrée dans cette cellule et lui a dit: «Écoute, moi je peux t'apporter l'énergie», bien sûr elles se sont pas parlé comme ça, hein, mais bon, «Je peux t'apporter l'énergie, facile, mais en revanche, on va travailler à plusieurs cellules, donc je te dirai quand il faut continuer, quand il faut s'arrêter». Ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'en gros, une bactérie n'a pas de mitochondries. Par contre, tous les organismes pluricellulaires ont des mitochondries? Exactement. C'est D'accord. l'arrivée de la mitochondrie qui a permis à ces organismes de grossir, parce qu'une cellule, animale ou humaine, c'est beaucoup plus gros qu'une bactérie. C'est beaucoup, beaucoup plus gros et donc ça demande beaucoup d'énergie et ce sont les mitochondries qui ont apporté ça. Aussi bien pour ce qui est devenu des plantes que pour ce qui est devenu des animaux. Alors là, on est parti, dans notre discussion sur des choses, très théoriques, en tout cas lointaines, Mmh. mais quand on parle de santé, de Mmh. santé humaine, Mmh. à quoi ça sert les mitochondries? Comment est-ce qu'on peut, y prendre garde et pourquoi est-ce que mon médecin ne me parle jamais de mitochondries? Alors, ton médecin ne parle jamais de mitochondries parce que ce qu'il a appris, c'est ce que toi et moi, on avait appris à l'école. Parce que nous, on était des gens curieux et qu'on était intéressés et qu'on avait regardé un peu ça, mais la plupart ont eu des cours sur la mitochondrie et ont pas fait attention. Et donc tout ce qu'il sait, c'est que la mitochondrie, oui, ça fait de l'énergie. Alors c'est pas vrai, ça fait pas de l'énergie, ça récupère l'énergie dans les aliments et ça les transforme sur une énergie utilisable. Ce que on sait depuis, c'est que cette mitochondrie, si elle n'est pas capable de fonctionner correctement, elle ne va pas apporter l'énergie. Donc la cellule ne va pas pouvoir faire son job. C'est un problème déjà. Mais aussi, si la mitochondrie n'est pas en forme, elle ne va pas pouvoir tenir les rênes de la cellule. Donc la cellule va redevenir sauvage, elle va redevenir comme les bactéries ou les virus, c'est-à-dire qu'elle va autant qu'elle a de quoi se nourrir, elle va se démultiplier. Problème, une cellule qui ne peut pas faire son job et qui n'arrête pas de se multiplier, ça s'appelle Le le cancer? cancer. Alors là tu renvoies des théories scientifiques qui datent, d'il y a quelques années, tu parles de ce médecin allemand, Warburg, Otto ouais. Warburg, qui a pas découvert, mais qui a découvert la façon dont fonctionnaient les mitochondries et qui s'est aperçu que, à chaque fois qu'il y avait des problèmes de de de, de cancer, il y avait une acidité qui montrait que la cellule fonctionnait probablement avec de la fermentation et la fermentation, c'est ce qu'on fait quand la mitochondrie peut pas travailler. Il Parce que il moi ce avait que pas j'ai tout enfin ce compris, que ouais. il avait pas tout compris, il avait pas tous les éléments pour savoir, mais depuis son savoir a été rénové
et en fait, si tu veux, dans les années 60 est arrivée la génétique, donc tout le monde a mis ça sur le compte de la génétique. Mais depuis, tu as des gens qui ont démontré que ça ne pouvait pas expliquer la génétique n'était pas explicative. Il se trouve que tu as des problèmes, tu as des défauts génétiques qui vont naître quand le cancer s'installe, mais c'est pas le défaut génétique qui crée le cancer. Ce qu'on t'explique, c'est Ouais, que, heu, il y a un défaut de reproduction à un moment, pas de chance et que du coup, tu as, créé une cellule cancéreuse et elle va se développer et c'est terrible. La réalité, c'est que, quand tu prends le noyau d'une cellule cancéreuse, donc qui est là où est supposé être le problème puisque c'est là qu'est le ton ta génétique, que tu la mets dans une cellule saine, la cellule saine reste saine. Tu mets un noyau sain dans la cellule, cancéreuse. Normalement, la cellule devrait devenir saine puisqu'il y a un noyau sain qui est là. La cellule reste cancéreuse. Donc ce n'est pas d'accord. dans le noyau que ça se Mmh, passe, ce n'est pas génétique. Certes, comme ta mitochondrie ne fait plus son travail de dire à la cellule: «Écoute, là, tu as fait un défaut de reproduction, on va s'arrêter», ce qu'on appelle l'apoptose. Comme la mitochondrie est plus là pour faire ça, puisque par définition, dans ce cas de cancer, elle est fatiguée, elle est, dysfonctionnelle et ben, du coup, les mutations génétiques vont, apparaître plus facilement dans un cas de cancer. C'est lié au fait que la mitochondrie ne fait pas son job. Donc tu vois, on était en train de parler de la mitochondrie comme celle qui donne l'énergie à la cellule. On s'aperçoit qu'elle fait aussi le travail de contrôler la cellule. Comment elle contrôle? Bah, parce que les mitochondries se parlent entre elles et sont capables de dire: «Attends, là, les cellules là, de chez toi là, elles sont en train de développer dans tous les sens. Faut que tu leur dises de se calmer». «OK, pardon, je m'en occupe». Donc tu vois, tous ces auto-contrôles mmh, qui existent normalement n'existent plus si la mitochondrie n'est plus, suffisamment en bon état. d'accord. Donc ça, c'est effectivement, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que d'après, ces théories, Oui. Warburg en particulier, Le celui qui on a un lien rénove, entre les mitochondries et le cancer. ouais, celui qui rénove, cette pensée, c'est, Thomas Seyfried, Sey2F-R-I-E-D, qui est professeur au Boston College dans le Massachusetts et qui, est un biologiste qui lui avait des moyens pour regarder les cellules cancéreuses et il dit qu'il n'a jamais vu une cellule cancéreuse qui n'ait pas des mitochondries défectueuses. Quand tu en parles à d'autres chercheurs en cancéro, tu t'aperçois qu'en fait, eux, ils n'ont pas de microscope à balayage électronique, donc ils ne regardent pas ça. C'est intéressant. C'est comment on peut expliquer qu'un chercheur de Boston University soit aussi affirmatif sur le sujet? Parce que lui, il n'avait pas les mêmes outils. Il avait les outils de biologiste, D'accord. là où les autres ont les Mmh. outils de médecin. Ah Et ouais, c'est quand tu étonnant ce que tu dis. comprends, le pourquoi les autres n'ont pas compris, ben, soit ça te permet de dire: «Ah ouais, donc c'est pas juste un fou, dans son coin, c'est un qui a un outil lui permettant de regarder et les autres qui l'ont pas». Mais enfin cette théorie, enfin cette approche, métabolique du cancer et cetera, Mmh. qui est pas récente, elle date d'il y a 100 ans, elle avait été complètement oubliée, en fait. Elle datait, en fait, Warburg a commencé ses travaux dans les années 20, il a eu son prix Nobel en 1930 et le moment où il s'est battu le plus, pour ça, c'était les années, 50-60. Donc faut admettre que le fait d'être allemand dans les années 50, c'est plus vraiment un avantage. Tu perds probablement, tous tes financements avant de réussir à les retrouver et cetera. Et à ce moment-là arrive la génétique qui est, le truc tellement en pointe que tout le monde ne rêve que par de que de ça. Donc il a été à ce moment-là, rebuté. Il a il a en fait, une info qu'il n'avait pas, c'est que quand la mitochondrie est en mauvais état, elle reste quand même capable de produire un peu d'énergie. Elle utilise pour ça, une protéine qui s'appelle la glutamine, qui est une des protéines les plus communes dans le système et avec cette glutamine, elle a réussi à extraire un peu d'énergie, qui est suffisante pour que la cellule survive. Pas suffisante pour qu'elle,
pour qu'elle, soit fonctionnelle, mais suffisante pour qu'elle survive. Ce qui fait que du coup, heu l'idée de Warburg qui était: «On va arrêter tout ce qui est sucre parce que comme ça il y aura rien à fermenter», et ben, en fait, elle était pas vraie parce que, la fermentation là-dedans, comptait pour seulement 20 de l'énergie de la cellule cancéreuse. Les 80 venaient, d'un chemin, au sein de la mitochondrie qui, est utilisable même si la mitochondrie est en sale état. Et si je reviens à ce dont je me souviens, au lycée, un des trucs que Mmh. j'avais appris à propos de la mitochondrie, c'est ça expliquait les courbatures parce que, quand il y avait plus assez d'oxygène, enfin je je me souviens qu'on présentait deux mécanismes avec, ATP et cetera. Il y en Ouais, avait un qui produisait 20 fois moins d'énergie que l'autre ouais, et c'était quand tu avais pas d'oxygène et on t'expliquait ouais. que, quand tu étais dans cette situation, c'est pour ça que tu avais des courbatures parce que ça générait de l'acide lactique ou quelque chose comme ça, non? Voilà. C'est la filière du lactate, donc qui est, la façon de fonctionner quand on n'a pas d'oxygène. Si la mitochondrie n'a pas d'oxygène, elle ne peut pas recharger de l'ATP, donc on passe dans une filière fermentation, donc c'est le la filière de l'acide lactique et donc c'est une filière qui a un intérêt, notamment quand tu es, au-delà de 90 de ton effort, maximum, tu as intérêt à passer sur du lactate, mais tu peux pas le faire très longtemps. Alors, pour revenir, si tu veux, sur tout ce qu'on sait, d'absolument hallucinant sur la mitochondrie, tu pensais que c'était un petit animal qui appartenait à la cellule. Or, la mitochondrie est capable de sortir de la cellule et d'aller dans une autre. La D'accord. la mitochondrie est capable de se balader dans ton corps. Ouais, C'est ça je savais hallucinant pas ça. Ouais. et on en trouve dans le sang des millions par décilitre. C'est extraordinaire, tu vois? C'est pas, un animal qui a besoin d'être au sein d'une cellule, enfin, tu vois, c'est pas un organe d'une cellule. C'est D'accord. plutôt les habitants de notre corps. Ouais, c'était pas présenté comme ça, hein, c'était vraiment présenté, dans mon souvenir, effectivement. Et donc tu as des milliards de mitochondries qui te permettent de récupérer toute l'énergie que tu avales et que tu respires, donc l'oxygène et soit le glucide, soit les acides gras. Tout ça, c'est en fait, jamais autre chose que du stockage de l'énergie que le soleil nous donne. Le soleil nous donne de l'énergie, ça donne suffisamment, pour qu'on puisse attacher des choses ensemble dans des liaisons très énergétiques et quand on va manger, quand on va se nourrir, on va, dépouiller, nos aliments de ces liaisons énergétiques très fortes et on va les utiliser pour faire de l'ATP. Donc c'est vraiment une Jean-Christophe, question l'univers l'énergie du soleil. OK. Non mais Jean-Christophe, l'univers de la mitochondrie est absolument fascinant et Mmh. inconnu. C'est un continent, qu'on découvre et qu'on explore, mais c'est vrai qu'on est assez éloigné des considérations pratiques, du quotidien parce que qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Alors ça vient très vite parce qu'une fois que tu admets que la mitochondrie est au centre de notre corps, tu te poses la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder en bonne santé? Donc déjà, une mitochondrie au départ, c'est une bactérie. C'est une cyanobactérie qui a infecté, une archaée. Bon, bah, tu vas peut-être du coup éviter de, prendre des antibiotiques. Peut-être une bonne idée. Parce qu'un C'est-à-dire que les antibiotique et bah, antibiotiques ont ça un ne fait pas effet bon ménage négatif avec une bactérie. Hein? les antibiotiques ont un effet sur les mitochondries? Bien sûr, la mitochondrie est une bactérie. Alors tu sais quel est l'antibiotique le plus consommé dans le monde? Le glyphosate. C'est Ah quoi, oui, le glyphosate? le glyphosate c'est un défoliant, c'est un anti, c'est Ah un oui, c'est d'accord, un le glyphosate. c'est un produit pour enlever les mauvaises herbes, pour enlever les herbes tout simplement. Donc, D'accord. tu es agriculteur, tu as, des plantes qui vont pousser, tout l'hiver pour, couvrir un peu ton champ et puis, tu vas vouloir, semer, à au début du printemps
et puis, quand tu vas semer, tu vas vouloir que, ton semis, il soit pas, gêné par ces plantes, qui sont là. Donc tu vas répandre du glyphosate, comme ça il y aura plus de plantes au moment où ton semis va pousser. Alors, tu formel, hein, le glyphosate, c'est pas grave puisque c'est une molécule qui est, destinée à bloquer, la production d'une protéine que seules les plantes font. Donc ça va, les animaux peuvent en manger, c'est pas grave. Sauf qu'en 2003, tu as une équipe qui te dit, «Alors non, ça vient bloquer un des complexes essentiels de la mitochondrie». Ah, tout d'un coup, tu dis: «Ah non, ça c'est plus possible. Ce n'est plus acceptable. On ne peut plus se permettre ça, c'est forcément un problème». D'accord, ouais, ça je savais pas ça, oui. Donc ça, voilà, Donc c'est ça, c'est ça les trucs pratiques qu'on en tire. On se pose la question de: «Quand je prends un nutriment, comment est-ce qu'il arrive dans la mitochondrie? Quel effet il a sur elle?» Quand je prends du glucose, la mitochondrie peut l'utiliser, mais c'est au prix, de beaucoup de de transformations qui produisent beaucoup de déchets. Donc je peux le faire, mais c'est pas une bonne idée et en plus attends, ça tu parles de glucose. C'est le oui, glucose, c'est la base de l'alimentation de pratiquement tout le monde. Donc tout le monde se nourrit, hélas oui, hélas oui, hélas, d'accord. hélas, mais en fait c'est quelque chose qui s'est énormément développé depuis la Seconde Guerre mondiale, parce que, quand la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée, c'était une catastrophe pour tous les industriels de guerre. Toute l'industrie de guerre s'est tout d'un coup retrouvée avec plus rien à faire. Donc les chars, qu'est-ce qu'on va en faire? Oh ben, on pourra en faire des tracteurs. Heu, les gaz de combat, qu'est-ce qu'on va en faire? Oh ben, on pourra en faire des produits, toxiques, enfin des produits pour tuer les bestioles, les insecticides et cetera. Les, heu, les poudres à canon là qu'on fait en grande quantité, oh ben, on pourrait faire de l'engrais. C'est azoté D'accord, dans oui, tous les cas. c'est recyclage Et d'une industrie vers une autre, quoi. Bon, on a recyclé l'industrie de guerre avec force subvention. Bah, normal, hein, c'est les gars qui vendaient des armes à l'État, ils sont capables de lui vendre, d'autres choses. Et tout d'un coup, c'est devenu évident qu'il fallait absolument un tracteur pour faire ses travaux, qu'il fallait, mettre des engrais, azotés, qu'il fallait mettre des insecticides, qu'il fallait, retourner sa terre. Enfin, tout ça est devenu une sorte d'évidence. On a expliqué, à l'agriculteur que maintenant il allait être tranquille, il allait moins travailler et la réalité c'est que, il est devenu l'esclave de son champ. Et c'est un mmh, point où maintenant l'agriculteur va récolter de l'herbe pour l'apporter à ses vaches qui sont dans une étable. Alors c'est seulement ouais. l'hiver et cetera, bah, oui mais c'est quand même de l'esclavage, quoi. Tu es obligé de Oui, enfin transporter tout ça pour tes vaches, de nettoyer, les étables en permanence. Tu es Jean-Christophe, ça a toujours existé de faire les foins. Enfin, je veux dire, tu ça faisais les existait il y a foins, juste 150 pour, ans, il y a 200 ans. oui alors, pas forcément, pas forcément. Tu sais les, moi je suis des éleveurs aux États-Unis à un endroit dans des endroits où il fait particulièrement froid, où il y a 1 mètre de neige et cetera. Leurs bêtes ne Mmh, sont pas en étable. Alors, d'accord. pour le confort de l'agriculteur, c'est mieux quand c'est en étable. Ouais. Tu as juste à marcher jusqu'à Bon, l'étable pour, enfin bon, officiellement. mon grand-père n'est plus là pour te raconter, mais je pense que, enfin, même l'architecture des fermes dans les Vosges, on faisait les foins, bien avant la Première Guerre mondiale. Évidemment, Jean-Christophe, dans les applications concrètes, donc tu as parlé mmh, du sucre. C'est vrai que ça me oui, renvoie à David Servan-Schreiber qui a été un petit peu l'initiateur, en tout cas dans ton parcours. Est-ce que tu peux oui. revenir sur ce parcours? Alors avec plaisir, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, comme toute personne de 30 ans, je faisais attention à être bien en forme. Je courais un petit peu, chaque semaine. Je mangeais des choses qui me semblaient être saines d'après ce que j'avais lu et à partir de 40 ans, tu commences à avoir une dérive incontrôlable. Tu ne changes rien, mais pourtant ton corps commence à se dérégler. Essentiellement, tu fais une prise de poids.
tu prends 10 kilos alors que tu continues à faire la même chose qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Et donc t'interroges, tu interroges tes lectures, tu interroges ton savoir et à un moment donné, alors c'est pour la petite histoire, j'avais décidé pour le carême, c'est que le carême commence, mercredi, j'avais décidé pour le carême d'arrêter tout ce qui était sucre. C'était un gros effort pour moi parce que j'en prenais vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis on est à quelques jours de la fin du carême et j'en parle avec un de mes clients et je lui dis: «Ah bah super, bientôt le carême va s'arrêter, je vais pouvoir reprendre». Et lui il me regarde en me disant: «Mais attends, si tu as réussi à arrêter comme ça pendant 40 jours, peut-être que tu devrais continuer, sur cette, lancée parce que tu sais, c'est vachement bien d'arrêter le sucre». «Ah bon? Bah ouais, tu pas lu, David Servan-Schreiber?» Et là, je n'ai pas lu David Servan-Schreiber malgré, ma mère qui me l'avait, indiqué. Mais quand c'est ta mère qui t'indique un truc, évidemment, ça a pas de valeur. Mais quand 2 personnes t'indiquent, la même chose et qui n'ont pas de lien, tu te dis: «Tiens, il faudrait quand même que je regarde». Et donc j'ai regardé, ce que disait David Servan-Schreiber sur ce sujet. J'ai profité, d'un de mes clients qui, l'hébergeait pour, le rencontrer, passer 2 heures avec lui, j'ai donc changé considérablement, mon régime en arrêtant tout ce qui était, sucre, au sens, sucre ajouté. C'est déjà beaucoup en fait. Ça m'a fait perdre, 10 kilogrammes sans réfléchir. Et puis, heu, tu te retrouves quand même avec un vrai problème. C'est qu'à chaque fois que tu, regardes ce que tu pourrais manger, tu trouves que tous les trucs un peu sympas, il y a justement du sucre ajouté d'une manière ou d'une autre. Au début, tu es sur le sucre ajouté, puis après tu te dis: «Ouais, mais enfin, quand ils disent pas sucre ajouté, mais ils te mettent, du jus de fruits, séché, tu vois, déshydraté pour, s'ils en rajoutent, peut-être pas du C'est du sucre, mais sucre, du ouais. fructose». C'est super. Et en fait, quand tu commences à limiter tout ça, ça te prend du temps, hein, moi ça m'a pris, tu vois, 7-8 ans avant de tomber sur, des gens qui te disent, «Tu sais, tu appris à l'école qu'il n'y avait pas de civilisation s'il n'y avait pas de céréales, mais en fait, toutes les civilisations qui ont eu des céréales, certes, elles ont pu, construire des monuments, des choses comme ça et cetera, mais en gros la santé de leurs membres s'est dégradée. Mais c'est pas grave, parce que si tu arrives à vivre jusqu'à 40 ans, bah, tu as eu le temps d'avoir des enfants et de les élever. Donc pour la société, c'est pas grave. Pour toi, tu meurs, 60 ans trop tôt, mais pour la société, en fait, bon, bah, tu as été suffisamment costaud pour être un soldat, tu as produit des enfants, tu les as nourris, donc tout va bien. Et donc Tu peux donner un peu de détails sur ce que tu viens de dire? Parce que, alors ça, c'est, tu regardes, par exemple, une civilisation comme les Égyptiens, qui était décrite par leurs voisins comme la civilisation du pain. Donc ils avaient, un truc extraordinaire, c'était un fleuve qui venait faire des inondations tous les ans et qui apportait un limon extraordinairement fertile. Et donc pendant la saison, hors, inondation, tu avais tout le blé de la terre qui poussait et tu, produisais du coup, du pain à partir de là. À l'époque romaine, le Nil était encore le grenier à blé et en fait, tout ça ne s'est arrêté qu'avec, le barrage d'Assouan. Donc les années 70, je crois, où on a bloqué en fait les inondations et la répartition du limon sur toutes ces terres. Heu, donc quand on regarde ça, on se dit: «Mais comment ils vivaient les Égyptiens?» Et tu as certainement en tête, des, statues de scribes avec, leurs jolis petits bidons et ils ont même des seins d'hommes, tu sais? Même mmh boobs. Et ça indique qu'ils sont malades. Ça indique qu'ils sont malades. Ils ont en fait, une hyperinsulinémie, ils ont un diabète et alors qu'ils sont des hauts dignitaires, alors qu'ils sont des cadres, dirigeants, tu vois qu'ils sont malades. Tu d'accord. vois, des hiéroglyphes où, tu as un petit bonhomme qui, se tient le cœur et qui s'écroule, c'est une crise cardiaque. Et tu vas retrouver dans les momies,
des signes de crise cardiaque. D'accord, donc t ce que tu dis, c'est que les Égyptiens avaient des maladies métaboliques comme, Oui, les hommes du 21e siècle. D'accord, comme nous actuellement. Exactement. OK, Intéressant. et ça c'est lié au fait qu'ils se nourrissaient de pain? C'est lié au fait qu'ils se nourrissaient de beaucoup de glucose, de beaucoup trop de glucose. Donc, le glucose, si tu veux, ton corps s'arrange toujours pour en avoir à peu près 1 gramme par litre. Il y a 5 litres de sang dans le corps, donc ça fait, 5 grammes de glucose normalement, dans ton sang. Quand tu manges un morceau de pain, tu Ouais, ajoutes 30 grammes d'un coup, et ben, ton corps, il se retrouve tout d'un coup à devoir gérer 6 fois la dose initiale. Imagine, au lieu d'être avec une température de 20 degrés dehors, tu te retrouves avec 120. Ça va être ouais, compliqué. vite se rafraîchir, Voilà. oui, d'accord, Voilà, et donc tu as une mécanique. mmh, on Tu a as toujours, toute une mécanique pour, gérer, le glucose, et cette mécanique, c'est, l'insuline, donc qui est normalement, et là juste temporairement, ce sucre en trop, on va le mettre dans la chaudière, on va le faire tourner dans la mitochondrie, et puis, ça va nous en débarrasser. Mais si tu continues à en reprendre, en reprendre, en reprendre, alors là, il va y avoir trop de glucose à traiter, et donc ton foie va le convertir en gras. Et toute cette insuline que tu vas produire va dire: «On va stocker», parce que comme on a du sucre à dégager, on va pas, utiliser, le gras qu'on a en stock. Donc on empêche le gras de sortir de son stockage pour qu'il fasse pas de la concurrence à ce glucose qu'il faut éliminer à tout prix. Pourquoi est-ce qu'il faut l'éliminer à tout prix? Parce que le glucose dans le sang, ça fait que des dégâts. Ça vient se coller partout, et ça empêche la circulation, notamment dans les capillaires. Tu sais, c'est les vaisseaux qui sont tout au fond, de au plus profond sur l'organisme. C'est la partie, si tu veux, de quand le sang sort du cœur, c'est des artères, puis des artérioles, puis des vaisseaux, et puis après ça arrive sur des capillaires. Un capillaire, ça fait, heu, 0,7 micro. C'est plus petit qu'un plus fin qu'un cheveu. Le En fait, les globules rouges sont plus gros que les capillaires. Donc d'accord. il se déplace dans le capillaire par, comme une balle de golf dans une chaussette, et si jamais tu as du sucre qui est là-dedans, bah, ça va pas aider à glisser, tu vois? Ça va coller tout ça, et donc tu te retrouves avec des tissus qui n'ont plus l'accès à l'oxygène que donne, l'hémoglobine, parce que leurs capillaires sont, encombrés avec, du glucose, et ça, c'est le début de la crise cardiaque. C'est le moment où ton cœur, va, avoir un apport d'oxygène dans ses tissus qui est trop faible. Il va, commencer à faire une crampe, il va être passé en lactique, et il s'arrête. Alors avant ça, il donne des signaux au corps pour dire: «Attention, les gars, j'ai pas assez d'oxygène». Donc le corps va éventuellement, heu, dégager les plaques qu'il avait. Les plaques, tu arrivais à vivre avec, hein. Tu as beaucoup de gens que tu rencontres, ils avaient des plaques qui bouchaient à 90 leur vaisseau. Pourtant, ça avait pas l'air d'être un problème. Mais si les capillaires sont bloqués par du glucose, et ben, on va essayer d'augmenter la pression pour, changer ça. Ça marche ou ça marche pas. En général, ça marche pas, mais ça va éventuellement bloquer d'autres endroits du corps. C'est pas grave, on est en train d'essayer de sauver le cœur. Alors, je reviens un petit peu dans le fil de ce que tu me disais, c'est que, heu, on consommait trop tu consommais trop de sucre, tu as arrêté le Oui, sucre et là, tu arrives au oui, constat que même les féculents, les céréales, heu, le pain quotidien comme on le dit dans les prières chrétiennes et dans d'autres, oui. tout ça, c'est quelque chose qui est néfaste. Tout ça, ça reste du glucose. Au final, l'amidon qui compose, les féculents, c'est 2 glucoses attachés. Donc quand tu les digères, tu vas découper les 2 glucoses, tu as ces 2 glucoses qui vont rentrer dans le sang, point. Mais Donc tu as avant, on nous disait: l'impression que «Faut c'est des manger». collants, c'est du sucre. On de
on demandait notre pain quotidien. Aujourd'hui, c'est Ouais, 5 fruits et légumes par jour. Donc tu te ouais. situes où là, par rapport à ça? Alors moi, tu vois, je pense qu'il y a 2 grandes directions. Il y a la direction, de d'Abel et la direction de Caïn. Caïn, c'est l'agriculteur, Abel, c'est l'éleveur. Caïn va tuer Abel parce qu'il est jaloux de la vie facile qu'Abel a. Et moi, je pense qu'il faut qu'on retourne vers la vie facile, la vie de l'éleveur, la vie de celui qui peut rester toute sa journée en train de regarder son troupeau, paître, pas celui qui est obligé de retourner sa terre tous les jours, de l'irriguer, de la dépierrer, de la c'est vrai et qui à la fin, ce qu'il peut donner à Dieu, c'est-à-dire l'excédent qu'il a généré, c'est, quelques brindilles qui fait cramer, tandis que l'autre, il arrose son don à Dieu avec du gras et tu vois, il est dans l'abondance. D'accord, oui. Ouais, je pense que pour Tu ceux vois? qui connaissent la Bible, savent de quoi on parle, mais heu, bon, je vois C'est le bien la premier enfin moi je meurtre vois de l'histoire. C'est ouais, le premier meurtre de l'histoire, c'est, Caïn qui va tuer son frère Abel, mais uniquement parce qu'il en veut à Dieu de lui avoir, de ne pas le récompenser de son travail. oui, c'est une histoire de jalousie, oui, Et d'accord, d'injustice. Je travaille comme un âne et je ne suis pas récompensé. Pourtant, tout le monde m'a dit qu'il fallait travailler. ouais. Et C'est notre insupportable. civilisation, elle est celle de gens qui retournent la terre et mettent les cailloux au bout du champ et transpirent, Ouais, pour gagner ouais. leur pain. Donc ça, c'est Oui notre et civilisation. et à chaque fois qu'on est face à une civilisation qui fait pas ça, on devient fou de rage et on crée un génocide. Tu vois, les Ouais, Indiens d'Amérique du Nord, le vrai danger des Indiens d'Amérique du Nord, c'est qu'ils avaient un mode de vie incroyablement attirant. Il y a un nombre de Français qui sont devenus des trappeurs, qui sont mariés avec des Indiennes. C'était, le mode de vie incroyable où tu travailles en moyenne 4 heures par jour. mmh, oui. Aller Tu chasser, vas abattre, heu, tu vas abattre 2 ou 3 bisons dans l'année et ce sera tout, quoi. ouais, Après tu as du boulot pour préparer le bison et cetera, mais tu vois, c'est rien, ouais, en fait. C'est et puis tout le monde aime bien aller chasser, c'est ce qu'on fait le week-end, quoi, tu vois? Mais non, là, les gars, ils font ça, c'est leur job. ouais, ouais, on fait pas ça en Donc région parisienne, mais non, mais tu comprends, c'est terriblement, dangereux pour la société d'avoir, des gens comme ça à côté de nous, qui nous montrent que ça sert à rien de travailler comme Caïn. Ça sert ouais. à rien de arrête quoi, tu as un truc vachement mieux. Donc il faut arrêter de travailler, c'est ça que tu dis? Il faut arrêter de travailler pour rien. Il faut arrêter de chercher à reconstituer, ce que la vache va faire elle-même. Ouais, On cherche à faire des viandes artificielles, la viande nous la vache nous le fait très bien. Et c'est illusoire de penser qu'on le fera mieux que la nature ne le fait. C'est toujours cette moi je grande trouve que illusion de l'homme, hein. sur la nutrition, on est en train de vivre une époque intéressante parce qu'il y a un espèce de revirement aux États-Unis avec, Kennedy. Oui, oui. Je reviens sur ton parcours effectivement puisque, Mmh. bon c'est tu as découvert donc, qu'il fallait limiter le su et Le limiter voire sucre, éliminer le sucre. Ensuite les puis tous les glucides, glucides, ouais, voilà. Donc ça, tu arrives sur un régime qui s'appelle le régime cétogène, où tu ne vas ne manger que du gras, un peu de protéines et puis, des fibres parce qu'on t'a dit que les fibres, c'était bien voilà donc et c'est en c'est faisant c'est un ça, je régime perds encore du poids. qui a connu son essor, on veut dire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, où c'est devenu un petit Ouais, peu, mainstream aujourd'hui. ouais, c'est communément admis que c'est le régime qu'il faut avoir quand on a un problème, de poids. C'est un régime Et qui est très, quand très, très, connu. Parce oui, que, depuis les années, 1920, c'est le régime qu'on donne aux enfants qui ont un problème d'épilepsie, qui est résistant. Donc du coup, tu as des tas de patients qui l'ont suivi ce régime sous surveillance médicale. Donc on est, dans un régime qui est très, très bien connu et très, et donc je vais perdre 10 kilogrammes en faisant ça. Donc je suis à ce moment-là au poids que j'avais à 20 ans, ce qui est assez rare quand on a 50 ans et je vais, au bout d'un an
tombé sur, une conférence incroyable où, Paul Mason, explique que les fibres ne servent à rien. C'était le dernier truc, que j'essayais tous les jours de bien mettre le bon nombre de fibres et cetera, et donc je vais arrêter les fibres, et donc quand tu arrêtes les fibres, en gros, tu passes à la nourriture animale, quoi. Donc depuis 8 ans, 7 ans, 7 ans et demi, je ne consomme plus de végétaux. J'ai pas pris D'accord. un Donc, seul, produit végétal depuis 7 ans et demi, et tes 5 fruits et légumes par et je jour suis en alors? alors 5 fruits et légumes par jour, il y a plusieurs versions, mais moi la version qu'on m'avait dite c'était, un frère d'Hubert Védrine qui était, conseiller, de l'industrie des fruits et légumes, qui leur avait conseillé ça comme slogan, parce que c'était, à partir de là, ça te permettait de l'imposer partout. Il y a des gens qui prétendent que c'est l'OMS qui l'a fait, mais les sources sont pas très fiables. Donc voilà, la réalité pour moi, c'est qu'en fait, on est dans du slogan politique ou publicitaire. On n'est pas dans une réalité. Le seul truc qu'on ne te dit avec les fibres, c'est que ça apporte de la nourriture à des bactéries qui vont faire du butyrate. Et le butyrate, c'est ce que tu produis toi, c'est un corps cétonique. C'est le fameux cétone du régime cétogène. Donc c'est pas c'est idiot quoi, tu n'en as pas besoin. Et puis, il y a, à mon avis, une indication majeure. Si tu es malheureusement malade et que tu as, des problèmes d'irritation, des intestins, il y a un moment, tu vas devoir aller à l'hôpital, et là, on va te donner un régime sans fibres. Alors, ce sera pas un bon régime cétogène, hein, ce sera un régime à base de glucose essentiellement, mais sans fibres. Et au bout de 15 Ouais. jours, tes intestins vont se réparer, et là, le médecin va arriver tout fier de lui, il va dire: «Bon, bah, maintenant, on va pouvoir réintroduire les fibres». Mais pourquoi? C'était le problème. On vient de l'enlever, Ouais. et donc Jean-Christophe, voilà. ouais. J'entends ce que tu dis, effectivement. Et alors, Paul Mason, que tu as cité, est un médecin australien, c'est ça? Euh, Oui, c'est un excellent, c'est vraiment un excellent chercheur. Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois qu'il fait une nouvelle conférence, il apporte un truc complètement nouveau et très, très bien sourcé. En général, il va chercher, des études qui ne sont pas encore, numérisées, qu'on ne retrouve qu'en bibliothèque, qui viennent des mhm. années, 50, 40 et cetera, qu'on ne peut plus reproduire aujourd'hui en général, et il a une façon de trouver des pépites comme ça, aussi bien sur des questions comme le mal de dos, comme, les crises cardiaques, comme, les fibres et cetera, et sur chacun de ces sujets, à chaque fois, il arrive avec une vision très, très intéressante. Alors, l'Australie, c'est un petit peu loin. Quand tu croises un médecin français à Boulogne-Billancourt, un nutritionniste, je sais pas qui, il te saute au cou, il t'explique que ce que tu fais ou Je ce que tu je prônes est très dangereux. Qu'est-ce que tu lui réponds? tu sais tu connais le médecin nutritionniste que je croise à Boulogne-Billancourt? Je crois que je vois de qui tu veux parler, oui. Et donc la dernière fois que je l'ai croisé, il était tout content, il revenait du marché, il avait acheté des bons légumes, et je lui ai dit: «Bah, moi je consomme plus de ça depuis 6 ans», et il m'a regardé avec des grands yeux, et il m'a dit: «Mais tu vas mourir?» Je lui ai dit: «Est-ce que j'ai l'air de mourir?» Quand on se compare, lui et moi, effectivement, c'est pas moi qui suis en train de mourir. Et effectivement, on a des médecins qui ont eu en général 2 semaines de formation à la nutrition en tout et pour tout sur les, 7 ans qu'ils ont passé à étudier. Ceux qui veulent aller plus loin, qui font un diplôme universitaire de nutrition que j'ai suivi, hem, ils en savent pas beaucoup plus. Je suis c'est terrible à dire, mais c'était, le niveau de compréhension de ce qu'était le régime cétogène quand moi j'ai fait ce diplôme universitaire, c'était, à peu près du niveau de Biba Magazine. Donc c'était, bah, c'était pas bon. On dit pas de C'était mal pas de bon. Biba, hein, c'est pas le sujet. Non, on dit que c'est un niveau que tout le monde admet comme n'étant pas un haut niveau scientifique, qui est ce Oui. qu'on est supposé attendre, d'une formation universitaire,
issu de la fac de médecine. ouais, Donc c'est assez décevant, mais en même temps, tu vois, comme on le disait en début d'entretien, heu, comprendre ce que les autres ne comprennent pas te permet de dire: «Ah bah, c'est pour ça que je suis dans le vrai et pas eux». Donc là, en ouais, l'occurrence, moi, le DU m'a permis de comprendre où en était l'état de la réflexion des nutritionnistes en France et effectivement, la mitochondrie n'a jamais été abordée pendant tout le cours. d'accord. Alors que c'est Jamais. la production d'énergie du corps est faite par les mitochondries? Alors que c'est le cœur. Ouais, C'est d'accord, fait par une mitochondrie. Si tu abîmes la mitochondrie, par la nutrition notamment, c'est ton corps que tu abîmes. Si tu, manques de certains, micronutriments et cetera, c'est ta mitochondrie qui va pas pouvoir travailler correctement. Heu, Si tu manges, certains fruits à certains moments, tu vas détruire les mitochondries. Heu, donc en fait, c'est pour ça que pour répondre à ta question initiale, c'est pour ça que je me suis mis à faire cette formation, à créer cette formation. C'est que en fait, quand tu comprends la façon dont fonctionnent les mitochondries, la façon dont ils prennent en compte tous les différents types de nutriments, tu comprends comment tu peux aider ton corps d'une manière extraordinaire. Tu comprends comment tu vas faire pour ne pas être crevé le soir au point qu'il n'y a que TF1 qui te que tu puisses, suivre, avec ton cerveau. d'accord, Les gens qui s'écroulent le soir parce qu'ils sont crevés, ils ont rien fait de la journée. Ils étaient pas, dans le froid à couper un arbre, tu vois? Ils étaient au chaud à faire des trucs avec leur cerveau et ils arrivent le soir, ils se mettent avec un sushi, qui a été livré par un livreur, et c'est tout ce qu'ils arrivent à faire. ouais Ils comatent et ça et c'est devant ouais, TF1 ou Netflix. donc cet épuisement chronique est lié à l'alimentation Ouais, et c'est là où, en fait, effectivement, on revient un petit peu, au début de notre conversation, c'est la mitochondrie, qu'il faut soigner, voilà. à laquelle il faire Oui, attention. exactement Bon, et bah, écoute, une mi des mito Jean-Christophe, oui? Pardon. des mitochondries en bon état vont te mettre une forme physique incroyable, vont te mettre une forme intellectuelle incroyable, vont, te permettre de mieux dormir, vont te permettre de, hem, de, d'être endurant, heu, d'avoir chaud, tout ça, c'est, une mitochondrie en bon état. D'accord. Soigner son Tu as métabolisme. froid, tu as toujours, les doigts froids, tu as c'est les mitochondries. Voilà. Donc, D'accord, voilà ce que je propose, pendant une vingtaine d'heures de cours. Heu, Ça d'accord. paraît très technique comme ça, mais en fait, c'est très facile à comprendre, une fois qu'on a la mécanique et donc, ça permet, pendant très longtemps de continuer à réfléchir et à améliorer en permanence. Ah, je pense que c'est C'est un effectivement une voie à point de explorer. départ. Mmh. Jean-Christophe, il est 11h38. On a dépassé un petit peu, l'heure de ton Ça va. steak. Bah, Mmh mh. écoute, en tout cas, pour en savoir plus, hein, c'est, jxo.academy, je mettrai le lien Ouais. et puis, Mmh. bah, écoute, je te remercie pour ce moment et puis on peut aussi te trouver sur Facebook, c'est ça? Oui, tu vois? J'ai 2 groupes, enfin j'ai 3 groupes carnivores, un qui s'appelle Régime Carnivore France, un qui s'appelle Carnivore Francophone et puis le troisième qui est un groupe, anglo-saxon. Donc, j'ai, 4 000, membres dans le premier, 2 000 dans le second et 30 000 ou 40 000 dans le troisième. Voilà, c'est des moyens de retrouver, des gens qui ont compris eux aussi, que c'était, extraordinaire de passer en alimentation, carnivore cétogène. C'est-à-dire, carnivore avec zéro plante et cétogène avec, beaucoup de gras dans le choix de ce qu'on mange, de manière à bien nourrir les mitochondries. D'accord. Bah, écoute, je mettrai les liens. Bah, écoute, Jean-Christophe, merci pour ce moment et à bientôt. Merci Stéphane. Merci.